Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Sénat 360. Voici les titres. La démission de Gérard Collomb fragilise Emmanuel Macron. C'est Édouard Philippe, le Premier ministre, qui assure l'intérim. La passation de pouvoir ce matin, place Beauvau, a été glaciale. Un coup dur pour le chef de l'État qui perd l'un de ses plus anciens fidèles et soutiens. Les réactions à suivre. La constitution de la Ve République a 60 ans demain. Née dans le tumulte de la guerre d'Algérie, elle reste aujourd'hui le pilier des institutions. Révisée 24 fois, elle a su s'adapter, mais pourrait encore évoluer. On en parle avec notre invité, l'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin. La réforme du bac en débat au Sénat, prévue pour 2021, elle va être resserrée autour de 4 épreuves écrites et un grand oral portant sur une spécialité. Face aux inquiétudes, Jean-Michel Blanquer promet des points bonus pour le latin et le grec. Analyse dans cette édition. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir à tous nos débats sur Twitter avec le hashtag Sénat 360 pour m'accompagner cet après-midi. Pour les réactions à l'actualité, on retrouvera Tam Tranui en direct de la salle des conférences du Sénat et Alexandre Poussard en direct de l'hémicycle. Le multiplex, c'est tout de suite. Emmanuel Macron a donc fini par accepter la démission de Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur qui a souhaité se consacrer entièrement au municipal de 2020 à Lyon. Situation quasi inédite. C'est Édouard Philippe, le Premier ministre, qui le remplace par intérim. La nomination d'un nouveau ministre de l'Intérieur devrait intervenir rapidement, selon le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux. On l'écoute. Il est évidemment revenu sur le départ de Gérard Collomb du gouvernement. Il a souligné que c'était un choix qui appartenait à Gérard Collomb. Il a rappelé aux membres du gouvernement bien les liens personnels que chacun connaît entre lui-même et Gérard Collomb, et que force était de constater que depuis la fin de l'été, Gérard Collomb s'était tourné vers Lyon et vers les Lyonnais, et ce faisant, qu'il s'était placé lui-même dans la position de démissionner. Le président de la République a rappelé aux membres du Conseil qu'être ministre, ce n'est pas une charge dont nous serions dépositaires et que chacun doit être pleinement concentré à sa tâche, car les Français le méritent. Il a enfin souligné que rien de ce qui se passe depuis 48 heures ne s'apparente à une crise politique. L'État fonctionne, les transformations sont engagées, le gouvernement est parfaitement à sa tâche. Ce que nous traversons, il y a des sujets strictement personnels et il a appelé chaque membre du gouvernement à savoir s'élever au-dessus des intérêts particuliers. Alors cette démission provoque une véritable crise au sommet de l'État. Ce matin, la passation de pouvoir a été glaciale entre Gérard Collomb et Édouard Philippe. Le récit de la journée avec Jérôme Rabier. Ambiance glaciale ce matin, place Beauvau, pour la passation de pouvoir au ministère de l'Intérieur. L'image de Gérard Collomb attendant plus de 10 minutes, seul sur le perron, a donné le ton d'une cérémonie se résumant à un échange avec le minimum d'amabilité, mais avec une pointe d'émotion pour Gérard Collomb. Merci à chacune et à chacun d'entre vous. Il restera toujours une petite part de vous dans mon cœur. Le Premier ministre qui assurera l'intérim place Beauvau a ostensiblement évité le regard du démissionnaire pendant son discours, mais a tout de même salué un des premiers à s'être engagé aux côtés d'Emmanuel Macron. Pendant ces 16 mois, j'ai pu apprécier la très grande culture qui est la vôtre, le caractère direct de l'expression, le sens de la mission, l'attachement à ce qui vous a construit, votre famille, vos idées, votre ville. Une ville dont Gérard Collomb va reprendre la tête prochainement et qu'il rêve de conserver en 2020. Mais pour l'opposition, la vraie raison est ailleurs. Il était vraiment en désaccord avec le président de la République. Et je crois que là, c'est plutôt le résultat d'une crise profonde au plus haut niveau de l'État et de déliquescence de ce pouvoir. Et pour le patron du groupe LR au Sénat, la rupture est plus globale. En un an, les Français sont passés d'une forme d'espoir, même d'espérance qu'il avait suscité face à Marine Le Pen, à une désillusion. Le divorce entre notamment M. Collomb et puis Emmanuel Macron, c'est le divorce entre les Français et Emmanuel Macron. La démission de Gérard Collomb, imposée au chef de l'État, a placé l'exécutif sur la défensive
En demandant à Édouard Philippe d'assurer l'intérim, Emmanuel Macron se donne du temps pour tenter de reprendre la main après avoir perdu la maîtrise des horloges. Et on prend la direction de la salle des conférences pour une première réaction avec vous, Tam Trani. Vous êtes avec le président du groupe socialiste au Sénat, Patrick Kanner. Oui, Patrick Kanner, qu'est-ce que vous inspire cette séquence des 48 dernières heures avec le faux départ annoncé de Gérard Collomb qui devient une vraie démission et finalement l'intérim assuré ce matin donc par Édouard Philippe avec cette passation de pouvoir, on l'a vu tout à l'heure. Écoutez, rappelez-vous, il y a plus d'un an, la République exemplaire, on est passé à une République spectaculaire. Au sens littéral du terme. On est devant un spectacle qui est inquiétant. J'entendais tout à l'heure M. Griveaux, après le Conseil des ministres, nous dire « mais ce n'est pas une crise politique depuis 48 heures ». Ben, Reprenons les propos d'Emmanuel Macron. Voilà, je vais peut-être vous étonner, il a raison. La crise politique ne date pas de 48 heures. Elle date depuis plusieurs semaines. Manifestement, en particulier avec l'affaire Benalla, avant l'été, mais aussi, bien sûr, le départ fracassant de M. Hulot, et je ne me dis pas comme ancien ministre des Sports, celui de Laura Flessel, dans des conditions aussi très particulières. Donc, attention, danger. Je ne me réjouis pas de cette forme de délitement du pouvoir exécutif qui n'est pas bon pour notre pays. Un problème d'autorité de l'État, un problème aussi du fait qu'il n'y a plus personne pour piloter le ministère de l'Intérieur. Je ne sais pas s'il y a un pilote dans l'avion à Beauvau. En tout cas, les portes ont claqué à Beauvau. C'est une sorte de vaudeville qu'on est en train de subir. Imaginez-vous que notre pays soit dans la vague que moi j'ai connue comme ministre des attentats de janvier 2015 ou novembre 2015. Ce serait insupportable. Heureusement, les choses sont sous contrôle, a priori, par les forces de police que je tiens à saluer. On l'a vu, l'administration est encore à son travail avec l'arrestation de Redouane Faïd. L'État fonctionne. Mais un État qui n'a plus de tête pour lui donner un cap, voilà qui est dangereux. Et ne pas remplacer, même pendant quelques jours, le ministre de l'Intérieur, quand on est dans une situation aussi compliquée, cela m'inquiète et ça peut inquiéter les Français. Un effet dévastateur de l'affaire Benalla aussi, puisque ça s'est aussi passé au Sénat et qu'on a vu l'audition de Gérard Collomb particulièrement affaiblie. Je crois que c'est plus que l'affaire Benalla. L'affaire Benalla n'est qu'un élément de ce délitement que j'évoquais il y a un instant. Nous sommes face sûrement à un pouvoir qui, quand tout va bien, les choses se déroulent normalement, et dès qu'il commence à avoir un grain de sable, eh bien le système se délite. On est en train de passer d'une pyramide qui reposait sur son socle au début du quinquennat de M. Macron à une pyramide qui repose de plus en plus sur sa pointe, et la pointe est en train de s'effriter. Patrick Kanner, également un mot sur le 60e anniversaire de la Constitution, on l'a fait demain, un texte d'une grande longévité qui a été beaucoup remanié, mais aussi gage de stabilité. Comment le réformer aujourd'hui alors que la révision constitutionnelle elle est toujours à l'ordre du jour? Une réforme qui est en panne, pour les raisons que l'on connaît. Moi, j'ai un seul message, qui a d'ailleurs été repris tout à l'heure par le président Larcher, à juste titre, en séance. Cette Constitution a été capable de supporter beaucoup d'améliorations, a été capable de supporter aussi beaucoup d'événements parfois dramatiques, comme par exemple la mort de Georges Pompidou, ou des cohabitations qui n'étaient pas prévues initialement dans l'esprit du général de Gaulle. Donc sachons la moderniser. En tout cas, la moderniser, ça signifie plus de pouvoir au Parlement face à un pouvoir exécutif qui nous montre aujourd'hui une forme de faiblesse et aussi surtout plus de place pour les citoyens. Rénovons-la sur le thème de la démocratie participative, nous aurons tout gagné. Et pour les territoires aussi, c'était là l'un des mots d'ordre essentiels de Gérard Larcher cet après-midi? Oui, les territoires doivent être respectés. Il faut qu'on renoue un dialogue de confiance entre l'État central et les territoires. La décentralisation est aujourd'hui quelque chose qui est largement partagé, sachons la défendre. Bien, merci beaucoup Patrick Kanner d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous, Tam, pour cette réaction en direct. Et Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier ministre, est notre invité. Le face-à-face, c'est tout de suite. Bonjour Jean-Pierre Raffarin, merci d'avoir accepté l'invitation de Public Sénat. Avec la démission de Gérard Collomb, Édouard Philippe qui assure l'intérim place Beauvau, est-ce qu'on assiste à une véritable crise politique ? Oh, je crois qu'il ne faut pas rendre les choses encore plus spectaculaires qu'elles ne sont. Disons que c'est une série de crises qui commencent à faire douter globalement de la gouvernance. C'est assez paradoxal, mais les crises sont plus aujourd'hui des crises de gouvernance que des crises de réforme, par exemple. On a vu des gouvernements qui étaient fragilisés parce qu'il y avait 2 millions de personnes dans la rue. Là, on a vraiment des sortes d'erreurs de gestion, des incompréhensions, en fait des fautes de gouvernance. Et là, expliquer à qui la faute de ces erreurs de gouvernance? Je ne sais pas, mais finalement les démissions de ministres, ça commence à s'accumuler et ça fait quand même quelque peu désordre. Il est temps que le président en remette de l'ordre dans tout ça.
On a entendu Bruno Retailleau parler d'un véritable divorce avec les Français. C'est votre sentiment aussi ? Oh, je crois qu'il ne faut pas exagérer non plus. Je vois bien que les oppositions sont toujours à la recherche du spectaculaire et de l'affrontement. Donc je me dis très clairement aujourd'hui que la France traverse des périodes difficiles. L'Europe est un peu en déconstruction, le monde est en grande tension. Et donc personne n'a intérêt à ce que la France échoue. Et donc que le président de la République soit fragilisé, ce n'est pas une bonne nouvelle pour la France. Donc soyons prudents dans nos analyses. Il se trouve que c'est assez désolant de voir que pour des sujets qui sont d'ordre secondaire, nous nous paralysons et laissons de côté les sujets qui sont, eux, d'ordre prioritaire. Le Brexit, l'emploi, la sécurité, l'ensemble des questions de migration sont des sujets majeurs et pendant qu'on parle de tout cela, on passe à côté des vrais sujets. Donc soyons prudents, souhaitons que le président puisse vite remettre de l'ordre, puisse se consacrer à nouveau à l'essentiel et ne nous égarons pas dans les péripéties. C'est d'ailleurs pour cela qu'Édouard Philippe assure l'intérim. C'est une situation quasiment inédite. Un Premier ministre qui se retrouve place Beauvau. Est-ce que vous, par exemple, vous l'auriez accepté en tant qu'ancien Premier ministre si la situation s'était présentée ? L'éthique d'un Premier ministre, c'est d'accepter ce que lui propose le Président et de dialoguer avec lui, s'il en est d'accord, d'assumer la fonction. Donc le Premier ministre que nous avons aujourd'hui, non seulement est capable, mais en plus il est courageux, donc il est dans sa responsabilité là. Et vous vous souvenez peut-être que Raymond Barre a été, dans son temps, à la fois Premier ministre et ministre des Finances, qui est aussi une responsabilité très très lourde. Donc ce n'est pas quelque chose d'impossible, mais je souhaite qu'on puisse revenir à la situation la plus normale le plus vite possible. Qui pour remplacer Gérard Collomb? Plusieurs noms circulent, notamment celui de Gérald Darmanin, par exemple. Il ferait un bon ministre de l'Intérieur? Ça, c'est une mission du président de la République sur proposition du Premier ministre. Et donc, chacun dans la Ve République doit être à sa place. Donc, ce n'est pas au Parlement de constituer le gouvernement. Jean-Pierre Raffarin, demain, on célèbre les 60 ans de la Constitution de 1958. On le disait, c'est une longévité exceptionnelle. Là aussi, comment expliquez-vous ? Ouais, il y a du génie dans cette Constitution. Vous savez, dans cette responsabilité essentielle qui est confiée au président de la République, et puis ce rôle justement, par exemple, du Premier ministre. On voit que le Premier ministre est là pour protéger un peu le président, en même temps pour diriger la majorité. On voit bien qu'il y a du génie, puisque le peuple français s'est montré un peu à la fois souverainiste, mais aussi régicide. On a aimé tuer nos rois, nos reines. Donc cette Constitution nous permet d'avoir un président qui a un maximum de légitimité. C'est lui le mieux élu, qui est élu par tous les Français. Donc c'est lui qui a la légitimité populaire. Et on a un Premier ministre qui est là. Et s'il y a une tête à couper, on coupe la tête du Premier ministre. Et donc il y a une sorte d'équilibre dans ces institutions qui fait que la Constitution nous permet de passer partout. Et en effet, comme ça a été dit tout à l'heure, on a vu la Constitution pouvoir affronter des situations politiques qui n'étaient pas prévues, telles que la cohabitation, le décès d'un président ou d'autres aventures politiques qui sont naturellement celles de la vie. Donc je pense que cette Ve République, elle est très intelligente, elle permet une politique étrangère efficace, elle donne au président de la République cette incarnation du pays. Et donc, globalement, je crois que moins on la touche, mieux on se porte. Oui, car elle a été révisée 24 fois et on sait qu'Emmanuel Macron oui, veut, mais vous voyez, le quinquennat, ça n'a pas forcément été quelque chose d'extraordinaire. Vous voyez, quand je vois des réformes, y compris au Parlement, où on a fait un certain nombre d'évolutions qui ne sont pas forcément dans le bon sens. Donc je ne suis pas sûr, par exemple, le pouvoir donné à la Commission au Parlement, c'est quelque chose d'intéressant, mais quand vous voyez un ministre qui est obligé de déposer un amendement sur un texte qu'il a lui-même présenté, parce que la Commission a présenté un truc, enfin tout ceci est quelquefois un peu désordre. La Ve République, et c'était une idée fondamentale de Jacques Chirac dans la filiation du général de Gaulle, c'est que la qualité première d'une constitution est de permettre l'alternance. Il y a deux grandes visions de la démocratie. Le système qui permet l'alternance, si vous n'êtes pas dans un système qui permet l'alternance, vous êtes dans un système autoritaire qui n'est pas démocratique. Et puis l'autre, c'est la représentativité, c'est-à-dire que chacun puisse se sentir représenté. Nous sommes bons sur l'alternance, nous ne sommes pas parfaits sur la représentativité. Exemple, la démocratie israélienne. Toutes les familles politiques sont représentées. Il y a des dizaines de partis. Et au fond, ce sont les partis extrémistes. La réforme constitutionnelle voulue par Emmanuel Macron, ça ne va pas améliorer justement cette question de la représentativité, Jean-Pierre Raffarin? Je ne le pense pas vraiment. Je ne crois pas que la représentativité n'est pas la question fondamentale de notre Constitution. Elle est importante, mais la question fondamentale de notre Constitution est de permettre une alternance
possible pour qui est capable d'avoir une majorité. Et donc, si le peuple confie la majorité à une famille politique ou à plusieurs familles politiques, cette famille-là a la capacité de gouverner. Et pendant les 5 ans, puisque maintenant le quinquennat est installé, et pendant les 5 ans, le pouvoir donné à l'exécutif est fort. Je ne crois pas qu'on ait intérêt à fragiliser l'exécutif. Et je pense qu'il faut faire très attention parce que ce qui fragilise la démocratie, c'est l'impuissance. Pourquoi aujourd'hui les régimes autoritaires sont si puissants? On voit M. Trump, on voit M. Poutine, on voit M. Erdogan, on voit M. Xi Jinping. Ceux qui sont au devant de la scène sont souvent des régimes autoritaires. Et les démocraties font souvent le signe d'une faiblesse et d'une impuissance. Donc il faut qu'on est au pouvoir pour 5 ans et pendant ces 5 ans-là, on a une vraie autorité. Et ensuite, on doit pouvoir permettre l'alternance et on doit pouvoir permettre le changement. Et ça, je préfère cela à vouloir en permanence fragiliser celui qu'on a élu. Oui, on sait que la réforme des institutions est pour l'instant bloquée. On n'a pas de nouveau calendrier. Gérard Larcher s'est exprimé cet après-midi dans l'hémicycle. Je vous propose de l'écouter. Alors, on va l'écouter dans un instant, le président du Sénat, justement, qui a mis en garde l'exécutif. Écoutez. Un gouvernement qui ne rend pas de compte aux représentants du peuple. Un gouvernement qui n'est pas régulé dans sa production législative est un gouvernement contestable. Vous voyez, Montesquieu l'exprimait, pour qu'on ne puisse pas abuser du pouvoir, il faut que par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. Préserver les pouvoirs du Parlement, c'est préserver les fondements de la démocratie représentative. Affaiblir le bicamérisme, c'est affaiblir tout le Parlement. Jean-Pierre Raffarin, il faut préserver les pouvoirs du Parlement dans un régime qu'on qualifie parfois d'hyper-présidentiel aussi. Le président Larcher a raison, il donne 2 missions. Il dit devant le Parlement, il faut rendre compte, mais il faut aussi que le Parlement régule. Je ne crois pas qu'il y ait des menaces aujourd'hui. Le président est, par définition, ce qu'il nomme, c'est-à-dire le gouvernement doit rendre compte au Parlement. Le gouvernement est régulé par l'action législative du Parlement. Donc, moi, je ne crois pas que nous soyons en crise aujourd'hui dans l'exercice des responsabilités démocratiques. Donc, on peut toujours améliorer pour rendre les choses plus rapides, on peut diminuer le nombre de parlementaires, on peut faire un certain nombre de... Sans affaiblir le Parlement, c'est possible? C'est possible, on voit bien que ça fonctionne dans d'autres pays, donc ce n'est pas forcément impossible. Mais au total, il faut respecter le Parlement. Et donc, c'est vrai que la réforme constitutionnelle, aujourd'hui, elle doit veiller à ce que, d'abord, il n'y ait pas ces propos publics qui sont tenus contre le Parlement et notamment contre le Sénat. La commission d'enquête du Sénat, la commission des lois du Sénat, est une instance particulièrement compétente et pertinente, et ce n'est pas elle qui dépassera l'exercice de ses pouvoirs. Il y a eu une atteinte à la séparation des pouvoirs récemment, justement, au moment de l'affaire Benalla, de la commission d'enquête parlementaire? Bien sûr que non. Bien sûr que non, et il faut connaître le président de la commission des lois pour savoir qu'il a suffisamment d'expérience politique pour ne pas outrepasser ses responsabilités. Il faut toujours faire confiance au Sénat. Le Sénat rassemble des grands professionnels et qui connaissent exactement les textes qu'ils ont à appliquer. Et donc, il n'y a pas de risque de ce côté-là. Et je pense qu'il faut faire confiance au Parlement, qu'il faut faire en sorte qu'on n'insulte jamais le Parlement. Je crois que toutes ces tensions vis-à-vis du Parlement ont rendu la réforme institutionnelle et constitutionnelle très difficile. Il n'y aura plus de consensus politique? Je pense qu'à partir du moment où vous traitez les parlementaires de petits marquis, à partir du moment où vous avez des fautes de langage de cette nature, vous créez des tensions entre le Parlement et l'exécutif. Et donc, il doit y avoir la clarté. Moi, j'étais surpris que quand j'ai entendu ces propos, qu'il n'y ait pas eu un ministre tout de suite qui puisse dire non, ces propos sont inacceptables. Il a fallu attendre 3 ou 4 jours que François Bayrou s'exprime dans le Figaro pour qu'il y ait une mise au point. Donc ça, je pense que c'est quand même très important de respecter le Parlement. Mais la réforme de la Constitution, je ne la vois pas comme quelque chose aujourd'hui d'essentiel pour la France. Nous avons des questions de sécurité, de migration à régler, nous avons des questions d'emploi, de dynamique entreprise, d'allègement des charges et des difficultés pour nos PME. On a des problèmes de revenus et de pouvoir d'achat pour les Français. Il y a un certain nombre de questions qui sont majeures, c'est là-dessus qu'il faut concentrer les efforts. Vous évoquiez bien la confiance que le gouvernement doit avoir envers les institutions, envers le Sénat. Je vous propose de regarder, ce sont des images d'archives, elles datent de 58 justement, au moment où le général de Gaulle signait cette constitution. C'est un extrait qui a été trouvé par notre journaliste Pierre Bande-Joseph. Regardez.
Dans les archives, les interventions manuscrites du général de Gaulle sont plutôt rares, sauf ici. Nous sommes à la fin du mois d'août, à la fin du processus de rédaction de la Constitution, lorsqu'il rend un dernier arbitrage fondamental et décide de ne pas donner au Sénat la possibilité de renverser le gouvernement, contrairement à ce que demandaient les parlementaires et le président René Coty. Dans le même geste, De Gaulle tourne le dos au parlementarisme et au dernier président en exercice de la 4e République. Un rapport de force qu'on retrouve jusque dans les signatures apposées sur la Constitution elle-même. Qu'est-ce que ça vous inspire à cette séquence, Jean-Pierre Raffarin? C'est vraiment la responsabilité de l'exécutif qui est confortée quand même dans cette Constitution. Mais quand on a exercé les responsabilités de l'État, je crois qu'on doit bien mesurer que trop souvent, on paralyse l'action dans notre pays. Vous avez des textes qui font que des recours sont possibles en permanence, que les procédures sont très très longues. Vous voyez qu'aujourd'hui, pour dans une ville, créer un théâtre, il faut 10 ans, alors que dans d'autres pays, en 2 ou 3 ans, vous pouvez le faire. On se rend compte qu'on peut toujours empêcher les choses dans notre pays. Il faut donner au pouvoir la capacité de l'action. Et ça, le général de Gaulle a donné cette orientation-là. Et c'est ça la Ve République. On peut changer le président, mais pendant le terme de son mandat, le président a des pouvoirs réels. Et il travaille avec le Parlement, et le Parlement, comme le dit Gérard Larcher, à la fois doit être le lieu où le gouvernement rend compte, mais aussi le lieu où il régule. Mais au-delà de cela, la responsabilité, elle est dans l'exécutif. C'est pour ça que la démocratie française n'est pas la démocratie israélienne, où il y a beaucoup de partis, et où ce sont les partis qui créent des coalitions, et finalement, souvent, on donne aux extrêmes un poids considérable. Non, là, c'est celui qui est capable de rassembler 50% des Français le jour de l'élection présidentielle, qui peut gouverner, et on lui donne les moyens de gouverner. Moi, je ne suis pas pour que l'exécutif, aujourd'hui, soit affaibli. La Ve République, c'est à la fois de la démocratie, parce que c'est de l'alternance, mais c'est aussi de l'autorité pour l'efficacité. Jean-Pierre Raffarin, Emmanuel Macron sera demain à Colombey, à les Deux Églises, sur la tombe du général de Gaulle. On a souvent parlé de l'orthodoxie gaulliste chez Emmanuel Macron. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que il y a dans l'orthodoxie gaulliste beaucoup de choses à prendre. Il y a aussi des choses à prendre dans le gaullisme sur la sobriété du général de Gaulle. Et je crois que le chef de l'État, mais comme tous les dirigeants, aujourd'hui, dans un monde extraordinairement médiatisé, où tout est rapporté, où toutes les photos circulent, je crois qu'il faut se souvenir de cette sobriété du président de Gaulle. Et c'est, je crois, un élément très important de l'exercice aujourd'hui des responsabilités. Moi qui étais aux côtés de Jacques Chirac, j'ai souvent vu Jacques Chirac qui, dans la vie personnelle, était quelquefois hyper chaleureux, voire exubérant quelquefois, et pouvait être très joyeux, mais dans l'exercice de la responsabilité, il prenait toujours le costume de président et veillait à ce que ceci s'exprime avec le plus grand des sérieux, la plus grande des sobriétés. Et donc je pense que dans l'exercice du pouvoir, il y a chez De Gaulle des leçons à tirer. Mais au fond, aujourd'hui, la situation de la France n'est pas si mauvaise que ça, puisque les sujets qui aujourd'hui nous occupent sont des sujets qui relèvent de la gouvernance et qui ne relèvent pas des grandes difficultés du pays sur les réformes ou sur un certain nombre de difficultés que nous aurions à affronter à l'étranger ou sur notre territoire. Donc il y a des difficultés, mais je crois que tout ceci peut être surmonté, et au président de la République de réorganiser son équipe politique, de faire en sorte que les moyens aujourd'hui... Ça doit passer par un renouvellement complet des équipes, un remaniement d'une certaine ampleur, selon vous, Jean-Pierre Raffarin? Je pense qu'il y a un problème d'organisation de la majorité aujourd'hui, et donc le président doit réfléchir en effet à cela. Avec un remaniement donc plutôt large, c'est ce que vous dites aujourd'hui? Ça, c'est au président de la République d'assumer ses responsabilités. Il est, selon le général de Gaulle, l'homme en charge de l'essentiel. Et dans les institutions, chacun doit veiller à ce que le président de la République reste l'homme en charge de l'essentiel. C'est lui et pas nous. Vous faites allusion à ces photos prises aux Antilles. Vous avez été choqué par ces clichés? Je ne veux pas m'étendre sur ces sujets, mais je pense que le président est dans des circonstances aujourd'hui médiatiques extraordinairement exposées.
Et c'est la responsabilité de tout le monde de protéger le président et d'éviter une surexposition qui, avec tous les détournements possibles, peut conduire à vraiment un affaiblissement de la fonction. Et donc, il faut protéger le président en toutes circonstances. Nous devons, par notre respect, aussi pouvoir le respecter. Je vois très souvent des commentaires, j'entends des déclarations qui ne sont pas toujours à la hauteur de ce qu'on doit porter à celui qui a été élu par les Français et qui doit être respecté. On peut le combattre, on peut le contester, mais la fonction doit être respectée. Eh bien, merci infiniment Jean-Pierre Raffarin d'avoir été notre invité en direct sur ce plateau. On évoquait ces 60 ans de la Constitution de 58. Je le disais, Gérard Larcher l'a évoqué tout à l'heure lors d'un discours, d'une allocution. On va retrouver Alexandre Poussard. Vous avez suivi, Alexandre, pour nous, ce discours du président Larcher. Qu'en avez-vous retenu ? Écoutez, Delphine, Gérard Larcher a profité de ce discours pour évoquer la prochaine révision de la Constitution voulue par Emmanuel Macron. Alors on sait que cette révision veut rendre plus efficace le travail du Parlement et supprimer un tiers du nombre de parlementaires. Et Gérard Larcher a remis en garde le gouvernement sur la nécessité de bien représenter les territoires. On l'écoute. Nous devons donc nous employer à ce que le Sénat, représentant les collectivités territoriales de la République, continue à incarner par sa composition l'ensemble des territoires de notre pays. Au prétexte de la réduction du nombre de parlementaires, on ne doit pas condamner au quasi-silence certains territoires de notre pays au prétexte que leur démographie serait plus faible. Gérard Larcher qui a donc rappelé l'une des lignes rouges du Sénat dans ce débat sur la révision constitutionnelle. Les sénateurs veulent au moins un parlementaire par département et le président du Sénat a également demandé le respect du bicamérisme et le respect du travail du Sénat pour améliorer la qualité de la loi. On sait que depuis l'élection d'Emmanuel Macron, les députés et les sénateurs ont du mal à se mettre d'accord sur des versions communes des textes. Ça a été le cas dernièrement avec la loi agriculture et alimentation. Donc voilà, Gérard Larcher a posé les enjeux de ce prochain débat sur la révision de la Constitution, un débat qui a été suspendu cet été à cause de l'affaire Benalla et qui devrait avoir lieu l'hiver prochain. Merci à vous Alexandre et on vous retrouve tout au long de cette édition. Les sénateurs ne désarment pas sur la suppression du verrou de Bercy, annoncée par le gouvernement et intégrée dans la loi sur la fraude fiscale. Elle ne serait, selon les parlementaires, qu'un assouplissement. Ils dénoncent une opération de communication. Explication Aurélien Romano. Mettre à l'honneur le latin et le grec, voilà ce que souhaite le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. En classe de première et terminale, les langues mortes seront donc intégrées dans la note du contrôle continu, avec comme particularité... Alors on reviendra sur cette réforme du baccalauréat dans notre débat dans un instant. En attendant, je vous le disais, les sénateurs s'inquiètent de la disposition qui annonce la suppression du verrou de Bercy dans le projet de loi de lutte contre la fraude fiscale. Pour eux, il ne s'agit que d'un assouplissement. Les explications d'Aurélien Romano. Le projet de loi contre la fraude fait-il vraiment sauter le verrou de Bercy? Non, clament 3 sénateurs, socialistes, communistes et centristes. Mais c'est en aucun cas une suppression. Donc c'est un assouplissement qui va rendre automatique la transmission de certains dossiers. Mais on nous parle de 2000 dossiers par an. Or, il y en a 4000 qui sont qualifiés par Bercy, par le ministère des Finances, de graves. Pourquoi pas les 4000 ? Les 3 mots magiques qui forment le verrou à peine d'irrecevabilité, qui étaient au premier alinéa du texte avant et qui sont passés à la 14e ligne. Donc nous sommes dans Belle Marquise, vos beaux yeux d'amour mourir me font. Voilà, c'est une escroquerie pure et simple, c'est bonne nuit les petits, Pimprenel et Nicolas. Le verrou de Bercy réserve le droit exclusif à l'administration fiscale d'exercer ou non des poursuites pénales. Le Sénat planche depuis le mois de juin sur son aménagement. Pour le rapporteur de la Commission des Finances, le maximum légal a été entrepris dans le cadre permis par le Conseil constitutionnel. Là, il y a un seuil mécanique. Les fraudes les plus graves vont toutes être transmises au parquet. Et c'est dans le droit fil de la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel considère que seules les fraudes les plus graves doivent être transmises. Sinon, ça sera anticonstitutionnel. Le verrou est une chasse gardée, une particularité très française que l'administration fiscale a toujours jalousement préservée, malgré les tentatives des gouvernements successifs. Cette fois, 1500 dossiers, ceux qui portent sur des pénalités supérieures à 100 000 €, seront directement transmis au parquet. On en vient à la réforme du bac. Elle est promise pour 2021. Oubliez les filières L, ES et S. Les élèves auront le choix entre 12 spécialités. Les langues anciennes, latin et grec, rapporteront à des points bonus. Héloïse Grégoire.
Mettre à l'honneur le latin et le grec, voilà ce que souhaite le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. En classe de première et terminale, les langues mortes seront donc intégrées dans la note du contrôle continu, avec comme particularité de rapporter aux lycéens des points bonus. Dans une interview de dimanche dernier, le ministre de l'Éducation a tenté de défendre les langues anciennes et rassurer les enseignants. Un défenseur tellement absolu des langues anciennes que dans un premier temps, dans sa réforme, il les avait oubliées. Parce qu'elles n'étaient pas prises du tout. Et alors là, il y a une forme de rétropédalage où alors il y a un bricolage qu'on a du mal à comprendre et on rajoute des points dans un dispositif où ils n'étaient pas prévus. Non, c'est pas sérieux. Dès 2021, pour les classes de première, les bacs dits général et technologiques seront resserrés autour d'une épreuve écrite et un oral. Terminées les filières L, S et ES. Concernant la terminale, il y aura 4 examens, dont un oral et une épreuve de philosophie. Les notes de contrôle continu représenteront 30% de la note finale. Pour la présidente de la Commission de la Culture et de l'Éducation au Sénat, cette réforme va dans le bon sens. Il était devenu nécessaire de réfléchir à cette réforme et que le ministre a le courage de le faire. Maintenant, il y a un certain nombre de questions qui se posent. Par exemple, la question de l'équité territoriale. Est-ce que si on est inscrit dans un lycée du département de la Creuse, on va avoir les mêmes chances que si on est inscrit dans un lycée parisien? Est-ce que le bac va toujours valoir la même chose? Ces questions, Jean-Michel Blanquer y répondra pour la première fois cet après-midi face aux sénateurs. Et justement, on va prendre la direction de l'hémicycle où on retrouve Alexandre Poussard, le Sénat qui a organisé ce débat sur cette réforme du baccalauréat. Est-ce que le débat est terminé et quelle a été la réponse du ministre? Alors oui Delphine, le débat est terminé et Jean-Michel Blanquer a vendu sa réforme un peu comme une révolution et notamment sur la fin de cette longue semaine d'examen à la fin du mois de juin, à la fin de la terminale. Désormais, il y aura 4 épreuves finales avec un grand oral et puis une série d'épreuves anticipées au cours de la première et de la terminale. Jean-Michel Blanquer qui a donc vendu cette réforme comme une révolution, on l'écoute. Les élèves ne jouent donc plus leur examen sur une seule semaine d'épreuves et l'organisation sera mieux répartie sur les classes de première et de terminale. Elle ne paralysera plus les lycées en fin d'année scolaire et en cela, le baccalauréat 2021 est à la fois pleinement national, pleinement juste et pleinement facteur de réussite. Donc cette réforme du baccalauréat qui va mettre aussi fin aux 3 séries du baccalauréat général, les séries scientifiques, économiques et littéraires. Et les lycéens suivront alors un tronc commun mais avec des spécialités. Alors il y aura un menu varié de spécialités, ça va des mathématiques, aux arts, aux langues, au numérique ou encore à l'écologie. Mais tous les lycées de France ne pourront pas offrir ces spécialités. Il y a donc un risque d'inégalité entre les territoires et c'est ce qu'a rappelé la présidente de la Commission de la Culture, Catherine Morin-Desailly, on l'écoute. Il semblerait que toutes les 12 spécialités offertes ne seront pas proposées, mes chers collègues, dans tous les lycées, ni même au sein des bassins de formation. Vous avez annoncé que seules 7 spécialités sur 12 seront accessibles dans un périmètre raisonnable. Il serait alors regrettable que les élèves des territoires ruraux se voient privés de leur possibilité de choisir leurs enseignements du seul fait que leur lycée ne propose pas les matières désirées. Voilà, la majorité sénatoriale a des inquiétudes concernant les territoires, mais globalement elle est plutôt favorable à cette réforme du baccalauréat version Blanquer. Merci à vous Alexandre pour toutes ces précisions. Alors à quoi ressemblera le nouveau bac? Les lycées sont-ils prêts à mettre en œuvre cette réforme? Quel avenir pour le latin et le grec? On ouvre le débat dans cette édition. Et mes invités sur ce plateau, j'ai le plaisir d'accueillir Joanie Caillouette-Ramblière. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes chargée de recherche à l'INED, c'est l'Institut national d'études démographiques, et co-auteur de Sociologie de l'école, paru aux éditions La Découverte. Merci d'être avec nous. Face à vous, Jacques-Bernard Magnier, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, sénateur socialiste du Puy-de-Dôme. Max Brisson est également sur ce plateau. Bonjour, bienvenue, sénateur LR des Pyrénées-Atlantiques. Puis j'accueille Jean-Marc Huard. Bonjour, merci d'avoir accepté l'invitation de Public Sénat. Vous êtes directeur général de l'enseignement scolaire au ministère de l'Éducation nationale. Première question pour vous, messieurs les parlementaires, les sénateurs. Vous étiez dans l'hémicycle. Cette réforme, Jacques-Bernard Magnier, elle est plutôt bien accueillie par les sénateurs? On ne peut pas dire qu'elle soit mal accueillie, puisque nous avions tous, depuis un certain nombre d'années, le sentiment qu'il fallait réformer le baccalauréat,
qui aujourd'hui, il faut le rappeler, est un diplôme qu'obtiennent 90%, 88% des lycéens. Vous ne regrettez pas ça? Non, je crois que c'est très bien. Ça prouve que l'objectif qui avait été donné par Lionel Jospin de 80% d'une classe d'âge au niveau du bac, c'était un objectif possible à atteindre. Mais c'est aussi parce que c'est le premier diplôme universitaire, c'est celui qui donne accès à l'université. Et avec la réforme de l'accès à l'université, Parcoursup, le baccalauréat nouveau permettra certainement aux lycéens de mieux s'orienter et d'avoir une chance de réussite un peu plus grande. Ce qui est un peu dommage, c'est qu'on ait mis Parcoursup d'abord et le baccalauréat nouveau après. Il aurait mieux valu travailler à l'envers, c'est ce que nous avons dit au ministre cet après-midi, qui lui pense que ça pourra aller comme ça, mais pour nous, nous pensons quand même que les choses ont été faites un petit peu dans le désordre. Max Brisson, quel regard portez-vous sur cette réforme? C'était une simplification nécessaire aussi? Il y a 7-8 mois, dans une chronique dans le œuf, j'avais dit que c'était un monument républicain et qu'il fallait le garder, mais qu'il fallait le dépoussiérer. On peut dire qu'une partie du travail est fait. En effet, un calendrier qui va permettre de prendre en compte les notes dans Parcoursup, c'est une bonne chose. Un calendrier qui va faire que le mois de juin sera travaillé, c'est une excellente chose. Alors qu'il n'y avait plus cours dans les lycées au mois de juin, on peut ainsi trouver d'excellentes intentions dans l'ensemble. Il y a aussi, je crois, les spécialités qui vont permettre aux élèves de choisir, d'être dans l'appétence, et puis aussi de préparer la suite. Le baccalauréat, c'était devenu un certificat de fin d'études secondaires. Il faut que cela redevienne un passeport pour le SUP. Et donc, que l'on se prépare à l'enseignement supérieur. Après, moi, j'ai quelques réserves. On va certainement les développer avec le directeur de l'enseignement scolaire, le directeur général de l'enseignement scolaire. Moi, je pense que il y a un risque de bachotage en continu. On n'a pas voulu aller trop loin dans le contrôle continu. Et donc, on va voir des partiels, des bacs blancs tout au long de la première et tout au long de la terminale. C'est pour moi un point faible. Et puis, comme l'a dit Jacques-Bernard Magnier, il y a aussi la question de la bonne présence des spécialités, de ces anciennes spécialités partout sur les territoires. Et là, c'est une vraie question d'équité territoriale. Quel regard portez-vous sur cette réforme, Joanie Caillouette-Ramblière? Est-ce que, justement, elle permet aux élèves de bien se projeter vers l'enseignement supérieur? Alors, se projeter vers l'enseignement supérieur, ce serait une fonction qu'on peut donner au baccalauréat. C'est peut-être pas la seule, c'est-à-dire qu'on peut voir le baccalauréat comme la fin des études secondaires, ce qui était un peu la vision dans laquelle on l'avait positionné lorsqu'on disait 80% d'une classe d'âge au baccalauréat. C'était un objectif et en fait, ce qu'on pensait à ce moment-là, c'est qu'est-ce qu'on met réellement dans la scolarité au lycée, qu'est-ce qu'on veut apprendre réellement aux élèves lorsqu'ils sont au lycée. Aujourd'hui, dans cette réforme du baccalauréat, on positionne plutôt le baccalauréat comme une première étape dans l'enseignement supérieur, ce qu'il est également, mais en fait on le modifie uniquement avec cette fonction qui est celle d'accéder à l'enseignement supérieur. Et au risque de mettre de façon secondaire ce que seraient vraiment les apprentissages en lycée et qu'est-ce qu'on veut comme culture commune pour cette fin de scolarité secondaire qui concerne aujourd'hui quand même une grande partie de la population, effectivement. On voit poindre des critiques, Jean-Marc Huard. Quelle est la valeur ajoutée, selon vous, de cette réforme? Je crois que ce qu'a voulu faire le ministre, il a eu l'occasion de le dire en séance, c'est à la fois réaffirmer l'importance du baccalauréat comme institution nationale, mais également remuscler le baccalauréat. Alors en effet, on a 80% d'une classe d'âge qui obtient le baccalauréat aujourd'hui, mais on a plus de 6 étudiants sur 10 qui ne valident pas leur première année universitaire après un an. Ça veut dire qu'il faut inévitablement revisiter le baccalauréat, et c'est ce que nous souhaitons faire. La réforme, c'est d'abord une réforme de l'examen, ça a été très bien présenté, avec une part de contrôle continu qui va compter pour 40% de la note finale, et qui permet, ce contrôle continu, de valoriser l'assiduité et le travail régulier des élèves. Et puis, c'est 60% sur des épreuves terminales. Alors l'épreuve de français que nous conservons en fin de première, 2 épreuves d'enseignement de spécialité après les vacances de Pâques, et un grand oral et une épreuve écrite de philosophie. Est-ce qu'il aura toujours la même valeur, ce nouveau baccalauréat? Certains redoutent de voir un bac un peu au rabais. Écoutez, quand on regarde nos voisins européens, on a un format qui est très proche de celui-là. Donc la valeur de l'examen sera inévitablement renforcée par une importance plus forte aussi donnée à des disciplines qui permettent aux élèves d'approfondir à la fois les matières qu'ils apprécient et puis celles qui leur permettent en effet de réussir dans l'enseignement supérieur.
Jacques Bernard Magnier, vous avez des inquiétudes, vous, sur la valeur du baccalauréat? Ça sera comparable à ce qu'on peut connaître aujourd'hui? C'est bien qu'on le considère comme un accès à l'université, mais c'est aussi bien qu'on veille au contenu. Alors vous l'avez très bien dit, le lycée, c'est quand même un endroit où on acquiert des notions importantes pour poursuivre sa vie de citoyen. Et puis aussi pour s'orienter dans la vie vers un métier. Mais plus qu'un métier, je crois que c'est la construction du citoyen qui est importante. Et je pense que des matières comme la philosophie sont totalement fondamentales au baccalauréat, et pendant tout le lycée, au moins dans les premières et terminales. Et je crois qu'on ne la commence jamais assez tôt, la philosophie. C'est peut-être là qu'on devrait commencer. Et on parle d'enseignement civique et moral, beaucoup au niveau du collège, au niveau même de l'école élémentaire. Mais je pense que ce sont des notions qu'il faut absolument creuser dans notre jeunesse par rapport au problème de la citoyenneté qui aujourd'hui se pose. Il ne suffira pas de dire qu'on fait un service national universel pour pouvoir mettre tous les jeunes dans un même endroit pour qu'ils aient des valeurs communes. Il faut, dans le lycée en particulier, approfondir ces valeurs communes. Et je crois que vous aviez tout à fait raison quand vous évoquiez le contenu, parce que nous, on a souvent tendance à parler de l'avenir, d'après, de l'université, mais tout le monde ne va pas à l'université. Et le lycée et ensuite le diplôme du baccalauréat ont besoin d'être des lieux où on a des contenus et où on les sanctionne à la fin par un diplôme. Max Brisson, est-ce qu'à trop dépoussiérer le baccalauréat, il en perd aussi un peu de sa valeur? Il y a le contenu, il est important pour que le baccalauréat ait de la valeur, il y a la manière dont on l'apprend. Aujourd'hui, le baccalauréat formate la pédagogie. Il n'y a pas finalement le lycée, le parent pauvre de l'innovation pédagogique, parce que le baccalauréat et ses épreuves formatent complètement cette pédagogie. Moi, j'aurais bien aimé, en effet, que le ministre aille jusqu'au bout et que ces 40% de contrôle continu qui permettaient de donner la liberté aux professeurs en sortant de l'apprentissage des épreuves et donc de trouver des voies d'innovation pédagogique. Ces 40% de contrôle continu, cela aurait été en effet une voie pour plus de liberté pour les professeurs et pour de la rénovation pédagogique. Le problème, c'est que sur ces 40%, il y en a 30% avec des partiels régulièrement tout au long de la première et tout au long de la terminale. C'est-à-dire un bachotage continu. Faute de contrôle continu, on va avoir du bachotage continu en première et en terminale, avec en plus dans les établissements ces rendez-vous pédagogiques qui vont limiter la liberté des professeurs. Moi je pense que la rénovation du lycée, ça passe aussi par davantage de liberté pour les professeurs, afin d'apprendre aussi à apprendre. Il faut le contenu, mais aussi dans notre société numérique, il faut donner de l'autonomie aux étudiants futurs, donc aux lycéens. Les préparer à l'enseignement supérieur, c'est leur donner aussi de l'autonomie. Et pour cela, il faut davantage de liberté et moins de formatage. On avait un baccalauréat qui formatait. On a, je crains malheureusement demain, un nouveau baccalauréat qui continuera de formater. Votre réponse peut-être, Jean-Marc Huard. Je crois que peut-être sur les deux éléments de débat précédents. Les contenus et les contenus communs qui forment le citoyen, nous les avons. Sur les 28 heures en classe de première et en classe de terminale, nous avons 16 heures d'enseignement commun. Dont l'histoire-géographie, dont l'enseignement moral et civique, dont le français ou la philosophie. Donc nous avons cet enseignement commun pour une part extrêmement importante. Et puis ensuite, il y a la liberté qui est donnée aussi aux élèves et la responsabilité aussi de progressivement faire des choix sur des enseignements qui leur conviennent et qui leur permettent aussi de réussir. Et c'est pour ça qu'ils choisissent parmi les 12 enseignements de spécialité, 3 en classe de première, puis 2 en classe de terminale. 2 en classe de terminale qui auront 6 heures de cours chacun. C'est-à-dire qu'ils auront à la fois des éléments de culture commune et ils auront une spécialisation un approfondissement de 2 disciplines qui leur permettra vraiment d'aller vers la réussite. Joanie Caillouette-Ramblière. Oui, en fait, quand je dis qu'on questionne moins le contenu, c'est à la fois la pédagogie et ce qu'il y a derrière dans cette réforme. Pour moi, cette réforme, c'est à la base, c'est au départ une politique de gestion des flux avant d'être une politique scolaire en tant que telle. Je m'explique. Je pense que le fait que Parcoursup ait précédé notamment cette réforme en est un indice, on va dire. Mais pour moi, cette réforme elle se situe dans la lignée des réformes depuis les années 50 qu'on a fait dans le système éducatif. C'est le rôle du sociologue parfois de retirer
situer un peu dans l'histoire, hein, ce qu'on observe aujourd'hui. Donc, on est actuellement en train de vivre ce qu'on pourrait appeler une troisième explosion scolaire, hein, dans notre système éducatif. Après l'explosion scolaire de 1954 à 68, où on a vu la généralisation du collège. Après celle des années 85-92, où on a vu la généralisation du lycée. Aujourd'hui, on voit un boom démographique, hein, dans l'enseignement supérieur et dans les lycées, qui devient un réel problème. Ça veut dire quoi? Il faut décourager les élèves, c'est ce que non, vous ça ne veut dites? pas dire qu'il faut décourager les élèves. Ça veut dire qu'il faut peut-être prendre les leçons de ce qui s'est passé dans les explosions scolaires précédentes. Et dans les explosions scolaires précédentes, ce qu'on peut leur reprocher, c'est qu'à chaque fois, ce qu'on a questionné, c'est comment faire passer davantage les élèves dans la classe supérieure. On a supprimé l'orientation en fin de 5e en disant, ben voilà, tout le monde ira en fin de 3e, sans mesure compensatoire pour les élèves qui étaient en difficulté, qui dès lors sont sommés de poursuivre jusqu'en 3e et qui connaissent des difficultés. Soyons clairs, je suis complètement pour permettre à tout le monde d'aller jusqu'en fin de 3e. Par contre, je pense qu'on ne peut pas arrêter d'orienter des élèves sans prendre au sérieux la raison qui faisait leur orientation. Et je pense qu'aujourd'hui, lorsque l'on continue cette politique de gestion des flux, qui est avant tout une politique qui se pose la question de que faire de tous ces élèves qui arrivent de ce boom démographique sans moyens supplémentaires, eh bien, on perd un peu le sens du système éducatif, hein, qui est celui des apprentissages, de comment faire en sorte de faire vraiment réussir l'ensemble d'une classe d'âge, ce qui, aujourd'hui, force est de constater, hein, ce n'est pas le cas au lycée général, mais ce n'est pas le cas si on prend l'ensemble des lycées, puisque cette réforme laisse aussi de côté, hein, tout ce qui est lycée professionnel et lycée technologique. Et si on s'intéressait à l'ensemble d'une classe d'âge, alors je vois faire la moue, elle laisse pas de côté. C'est pas vrai. Aujourd'hui, on a parlé de la réforme du bac. Tout ce qui a été dit sur la réforme du bac ne parle pas du lycée professionnel. C'est pas la même réforme. C'est deux réformes. Il y a quand même une réforme du lycée professionnel. Je suis complètement d'accord. Par contre, elles ne sont pas prises comme un ensemble. Et effectivement, Jacques-Bernard Magnier, je voudrais vous entendre aussi sur la question des moyens, puisqu'elle est importante. Hein, ça a été rappelé. 12 spécialités. Est-ce que les lycées auront tous justement les moyens pour mettre en œuvre cette réforme et proposer ces mêmes spécialités? C'est la grande question. C'est la question qu'on se pose et qu'on ne peut pas s'empêcher de se poser. Moi, je l'ai posée au ministre cet après-midi. Il nous assure que oui. Il sait bien qu'ici et là, il y aura des difficultés, mais ce qu'on peut espérer, c'est qu'il n'y aura pas trop d'endroits où il y aura des difficultés. Parce que qu'est-ce qui pourrait arriver? C'est qu'il y ait ensuite des triplettes qui soient plaquées comme cela, en disant aux élèves, voilà, dans ce lycée-là, vous faites ça, vous ne pouvez pas faire autre chose. Donc, si vous êtes dans ce secteur-là, si ça vous intéresse, vous y êtes. Si vous voulez aller ailleurs, mais après, ça pose tous les problèmes de déplacement qu'on connaît avec les options aujourd'hui. Il y en a d'ailleurs qui utilisent les options pour se déplacer, pour aller vers un lycée plus intéressant que le leur, etc. Ça peut être un moyen de contourner la carte scolaire, effectivement. Ça peut effectivement être un moyen de contourner la carte scolaire, qui d'ailleurs est un peu de plus en plus assouplie. Mais il y a un autre problème, moi, qui m'inquiète beaucoup, ce sont les programmes. Parce que quand on parle de contenu, on ne peut pas s'empêcher de penser aux programmes. Et on a donné une mission au Conseil supérieur des programmes, qui est celle de créer les programmes du futur lycée d'ici la fin de l'année 2018, pour qu'en 2019, les élèves puissent les connaître. Et j'ai peur, parce que j'ai participé à ces travaux pour ce qui concerne l'élémentaire et le premier cycle, pas suffisamment, mais j'y ai participé, que le Conseil supérieur ait des difficultés à donner des choses abouties au moment où on lui demande. Ou alors, ce que j'ai dit au ministre, il y a déjà des maquettes qui sont prêtes de programmes au ministère. Mais ce dont je doute d'ailleurs, monsieur le directeur. Alors peut-être Max Brisson, sur cette question justement de l'accès identique, hein, sur tout le territoire à ces 12 spécialités, c'est possible selon vous? C'est essentiel, mais auparavant je voudrais rebondir sur ce qui vient d'être dit. Je pense que le CSP travaille réellement sur des programmes. Conseil supérieur des programmes. Le Conseil supérieur des programmes. En revanche, c'est vrai que le calendrier qui est imposé, et c'est le résultat du quinquennat, il faut qu'on soit prêt avant la prochaine élection présidentielle. Ça devient dramatique dans la mise en œuvre des politiques publiques dans ce pays. C'est le quinquennat, c'est la prochaine élection présidentielle qui conditionne tout. Donc on travaille à un rythme qui n'est pas serein. Mais moi, je voudrais quand même saluer le travail de la présidente du Conseil supérieur des programmes qui parfois est injustement attaquée. Les spécialités, je vais être positif, c'est l'élément fort, innovant dans la réforme du baccalauréat. Ça permet aux élèves de choisir et donc de préparer tout en confortant les acquis de l'école du socle, donc de préparer la suite, de préparer l'enseignement supérieur et d'aller avec appétence vers des disciplines choisies. Le problème, ça va être la réalité du choix. Moi, que les filières disparaissent, je m'en réjouis aujourd'hui. La filière S, écraser les autres. La filière littéraire est sinistrée. Donc que la filière S disparaisse, j'en suis très heureux. Le choix des spécialités, des disciplines de spécialité, c'est une bonne chose. Mais quelle va être la réalité des choix dans des petits lycées, dans mes vallées pyrénéennes, monsieur le directeur général, est-ce que, ou ailleurs, dans les zones rurales, est-ce qu'on aura vraiment une liberté des choix ou
sous forme de triplette imposée. Les établissements rétabliront la réponse de Jean-Marc et la hiérarchie des pour filières. Vous rassurer sur cette Aujourd'hui, égalité vous avez territoriale. un nombre non négligeable, plus de 10% des établissements qui ne disposent pas des 3 séries générales. Et c'est souvent la série littéraire d'ailleurs qui est oubliée. Demain, nous souhaitons que les élèves puissent disposer d'une majorité d'enseignements de spécialité, et la politique du ministre, il l'a rappelé également, c'est de pouvoir implanter des spécialités rares et attractives. Parce qu'il y aura l'écologie, il me semble, parmi les... Écologie, agronomie, alors c'est une spécialité du ministère de l'Agriculture, parce que vous savez que nos collègues du ministère de l'Agriculture ont une place importante également dans l'enseignement secondaire. Mais par exemple, informatique et sciences numériques, c'est un enseignement de spécialité que nous devons implanter progressivement de plus. Est-ce qu'il y aura des moyens financiers aussi supplémentaires? On sait qu'on supprime justement des postes dans ce contexte. Non, mais les moyens sont là, les grilles horaires ne sont pas du tout en diminution. Au contraire, les établissements vont bénéficier d'une marge d'autonomie supplémentaire pour permettre aussi un accompagnement renforcé des élèves. Parce que dans le choix des spécialités, dans le choix progressif, nous créons également un accompagnement renforcé avec 54 heures, c'est-à-dire à peu près 1h30 par semaine d'accompagnement à l'orientation, en lien avec les régions. La loi Pénicaud du 3 septembre a confié aux régions un rôle plus important sur l'information sur l'orientation. Et nous devons, avec les professeurs, avec les psychologues de l'éducation nationale, véritablement mieux accompagner les élèves dans les choix de spécialité et ensuite vers l'enseignement supérieur. Joanie Caillouette-Romblière, est-ce que vous pensez qu'il y aura les moyens pour que les lycées puissent mettre en œuvre justement cette réforme ? Les moyens financiers, c'est peut-être pas ce dont je pourrais le plus parler. Par contre, les risques pour moi de cette réforme, pour moi, ils sont triples. D'abord, c'est un risque potentiel d'accroissement des ségrégations entre établissements. Donc, on a vu que le ministère est attentif à tenter de les réduire. Mais pour moi, tout en rappelant qu'effectivement, cette ségrégation, elle existe déjà, qu'elle est bien antérieure à cette réforme, on peut penser qu'elle pourrait être accrue de 3 manières. D'abord, par celle qui est la plus logique, c'est-à-dire celle des offres scolaires inégales selon les lycées, au détriment des territoires ruraux dont on se demande. Donc il a été annoncé qu'il y aurait 7 spécialités dans chaque établissement. Donc c'est vrai que dans les territoires ruraux, avoir accès dans un périmètre de quelques dizaines de kilomètres à un seul lycée, ça veut dire avoir accès à 7 spécialités sur les 12 et non pas à autant que dans les autres établissements. Deuxième raison pour laquelle cette ségrégation peut être accrue, à mon avis, c'est par des différences de curricula rendues possibles à l'intérieur des établissements par l'introduction, par la place supplémentaire donnée au contrôle continu et aux banques d'épreuves, ces fameuses banques d'épreuves communes, qui peuvent amener certains établissements à orienter davantage leur programme sur certaines épreuves, celles qui auront été choisies en janvier par les enseignants et pour lesquelles on fera, alors je ne sais pas si on peut dire bachoter, mais davantage travailler les étudiants pour accroître les taux de réussite au baccalauréat de son établissement. Alors pourquoi chaque établissement aurait tant intérêt à faire accroître ce taux? C'est qu'il y a des classements, justement parce qu'il y a un jeu de réputation qui va être accru par ces 2 premières raisons. Et en fait, on voit que Parcoursup est effectivement un des éléments qui donne toute cette portée. Le lycée d'origine, effectivement, fait partie des critères de sélection de Parcoursup. Jacques-Bernard Magnet, je voudrais aussi qu'on parle du latin et du grec, puisqu'il y a eu beaucoup d'inquiétudes des hellénistes et des latinistes sur l'avenir de ces langues. Alors, Jean-Michel Blanquer, dans le journal du dimanche, a tenté de rassurer. Il y aura des points de bonus. Est-ce que vous faites confiance, justement, au ministre sur ce point? Le latin et le grec, c'est un sujet toujours qui plaît beaucoup, même à ceux qui n'en ont jamais fait et qui n'avaient pas l'intention d'en faire faire à leurs enfants. Mais en tout cas, c'est un point de crispation. Ça l'a été du temps de la ministre précédente, Najat Vallaud-Belkacem, qu'on a accusé de vouloir faire disparaître le latin des collèges notamment, et puis ensuite du lycée. Moi, le ministre s'est engagé en disant il y aura du grec et du latin, ça donnera des points en plus. C'est pas ce qui était dans le projet d'origine. Donc ça signifie qu'il a déjà évolué sur un point. Ça doit donner satisfaction aux spécialistes et aux amateurs. Pour ma part, je pense que c'est utile pour un certain nombre de formations que d'avoir du latin et du grec. Je ne suis pas sûr que ce soit ce qui soit prédominant dans le lycée et les programmes qui sont nécessaires au lycée. En tout cas, pour ceux qui veulent avoir ces matières, je ne suis pas sûr qu'ils soient majoritaires, ils le sont même assez minoritaires.
il faut qu'il y en ait, il faut qu'il y ait des possibilités. Il ne faut pas non plus que ce soit, comme ça a été rapporté par la sociologue, un élément de discrimination entre les lycées qui ne pourront pas avoir les professeurs. De l'excellence française, selon vous, l'apprentissage du latin, du grec? D'une certaine manière, oui. Ça a peut-être même été trop dans le passé parce que ça permettait aussi de faire des filières sélectives qui permettaient d'échapper à la carte scolaire dans beaucoup de cas. Il n'empêche que les élèves, quels qu'ils soient, peuvent avoir, s'ils le veulent, du latin et du grec. En tout cas, moi je dis tout cela, ça c'est quand même soumis aux professeurs. Il faut avoir des enseignants et comme vous l'avez dit tout à l'heure, 2600 postes en moins, il va falloir, alors même s'il y a des heures supplémentaires en plus, si on va mettre beaucoup d'argent sur ces heures supplémentaires, on va permettre aux professeurs d'en avoir plus. À mon avis, ça va coincer quelque part à un moment. Max Brisson et ensuite, pardon, je donne la parole à Jean-Marc. Allez-y. Le ministre a réparé un oubli sur les langues de l'Antiquité. On peut s'en réjouir. Il serait d'ailleurs souhaitable qu'il en répare un autre. C'est sur les langues régionales qui sont un petit peu aussi oubliées dans cette réforme du baccalauréat. Moi, j'ai deux craintes. Celle qui a été fortement exprimée et qui est la réalité de l'offre. Le discours du ministre, comme le discours du directeur général, se veulent rassurants. Nous verrons bien. Il y a une bienveillance vis-à-vis de cette réforme. Elle a été exprimée. On nous dit que cette offre des spécialités permettant la vraie liberté de choix des candidats et des élèves auparavant sera au rendez-vous. Nous attendons. Et au Sénat, nous serons particulièrement vigilants sur cette présence sur tous les territoires, et en particulier sur les territoires dont on ne parle rarement, en particulier ceux de la ruralité la plus profonde. J'ai une autre crainte, c'est la pesanteur de notre société. Et que l'institution elle-même, dans les établissements, finalement conforte les filières à travers le choix des spécialités. Et cette pesanteur sociale, elle est très très forte. Donc il faudra mobiliser la totalité de l'institution pour qu'on ne rejoue pas maths, physique, SVT, c'est-à-dire qu'on refasse une voie scientifique. Il faudra vraiment que cette liberté de choix soit une réalité et que l'ensemble de l'institution aide les élèves à faire de vrais choix de liberté et non pas à reconstituer une fois de plus ces filières qui finalement ont gangréné fortement notre système éducatif. Jean-Marc Huard. Alors c'est pour ça que les élèves seront davantage accompagnés qu'ils ne l'étaient jusqu'à présent. On a commencé l'année dernière avec les 2 professeurs principaux, mais encore une fois, on continue dès cette année en seconde et ça s'amplifiera l'année prochaine et les années d'après dans le choix des spécialités. Les langues anciennes, la continuité de l'action de Jean-Michel Blanquer, c'est véritablement de confirmer la place particulière qu'ont le latin et le grec dans notre histoire. Et les langues anciennes comme l'histoire sont vraiment le ciment de la société et la base de l'éducation à la citoyenneté, et il fallait les encourager. Il a agi au collège en arrivant rue de Grenelle, et ça se poursuit au lycée avec ces mesures sur la valorisation du latin et du grec au baccalauréat. Sur les territoires, parce qu'effectivement tout cela est lié, le ministre ce matin a lancé rue de Grenelle également une réflexion autour d'inégalités et territoires, une grande réflexion sur les territoires pour la continuité de l'action éducative dans les territoires. Il y avait des élus, il y avait des maires, il y avait des parlementaires qui étaient invités ce matin. Donc c'est une attention tout à fait particulière, de manière à ce que l'offre scolaire assure véritablement la continuité de la République. Ouais, on arrive bientôt au terme de ce débat avec vous, Joanie Caillouette-Ramblière. Vous lui donnez une chance malgré tout à cette réforme en tant que sociologue ? Je pense qu'en tant que sociologue, on peut surtout se prononcer sur des choses qui ont déjà eu lieu et pas sur le futur. Donc je vais bien lui donner une chance. Je pense qu'en tout cas, elle a besoin de réussir, surtout si on prend en compte, moi je suis surtout spécialiste des classes populaires, l'enjeu que peut être le baccalauréat pour les classes populaires et l'enjeu de la réussite scolaire pour les classes populaires. Donc je pense qu'aujourd'hui, l'enjeu de diminution des inégalités sociales à l'école me semble un enjeu prioritaire, donc il me semble essentiel de le faire. Pour le moment, j'ai pas, en tout cas, toutes les Cette réforme va convictions permettre de voir, démocratiser encore plus l'accès au baccalauréat, selon vous ? Alors, on ne peut pas dire que l'accès au baccalauréat a réellement été démocratisé, puisque si on compare le taux d'accès au baccalauréat des enfants d'enseignants par rapport à ceux des enfants d'ouvriers non qualifiés, aujourd'hui, on est à peu près à une situation qui ressemble à celle bien avant la première expansion scolaire. Donc, on n'est pas sur Même si on un arrive à amener baccalauréat... une classe d'âge, ça a été rappelé au début de ce débat, à quasiment 90%. Non, 90%, c'est le taux de réussite. C'est le taux de réussite. On est à moins de 80% de la classe d'âge, ce taux 70. qui augmente, un peu moins, effectivement, qui était bloqué à 63% depuis des
années et qui augmente depuis 2010. D'où l'explosion dans le supérieur, puisqu'on fait augmenter principalement par le baccalauréat professionnel et pas par le baccalauréat général dont on parle ici. Et tout l'enjeu, c'est que cette augmentation effectivement des taux d'accès au baccalauréat se traduise par la réussite dans l'enseignement supérieur, et c'est justement tout l'enjeu de la réforme. Et l'enjeu, c'est donc un peu plus de liberté pour les établissements pour s'adapter justement à ces réalités qui peuvent être extrêmement différentes. Et là, je ne vois pas dans cette réforme davantage de liberté et d'autonomie pour les établissements et donc de liberté pour les professeurs. Merci à vous Max Brisson, merci Jacques-Bernard Magnier, merci Joanie Caillouette-Romblière d'être venue sur ce plateau, merci Jean-Marc Huard. Vous le savez, la réforme de la justice arrive en première lecture au Sénat le 9 octobre. Le Sénat a présenté ses propositions cet après-midi. On retourne salle des conférences pour une réaction avec le président de la commission des lois. Il est à votre micro, Tandra Nuit. Oui, Philippe Bas, nous allons parler ensemble de la réforme de la justice que vous avez examinée depuis ce matin. Mais d'abord, qu'est-ce que vous inspire la séquence des dernières 48 heures avec notamment le départ dans des conditions très compliquées de Gérard Collomb et l'intérim donc assuré par Édouard Philippe au ministère de l'Intérieur? Du point de vue du bon fonctionnement de nos institutions et de la démocratie, tout ce qui se passe en ce moment m'attriste beaucoup parce qu'on a vraiment le sentiment que les ressources de la majorité, les ressources du gouvernement s'épuisent après le départ successif des 3 ministres d'État du premier gouvernement d'Édouard Philippe. On en est réduit à installer le Premier ministre dans un cumul de fonctions qui me paraît impossible au-delà de quelques jours. Normalement, dans nos institutions de la 5e... Qu'il y ait quelques jours, est-ce que ce n'est pas déjà un problème? Dans nos institutions de la 5e République, on doit être capable de remplacer un ministre. On doit avoir un vivier de personnalités ayant l'envergure nécessaire pour remplir ce genre de fonction. Et on ne peut pas se contenter, après les étermoiements des 10 derniers jours, ou même des 15 derniers jours, de faire durer une situation d'entre-deux. Il faut rapidement qu'on réussisse, que le président de la République et le Premier ministre réussissent à rétablir le fonctionnement normal d'un gouvernement dans nos institutions de la 5e République. Jugez-vous que le président de la République est affaibli dans cette séquence? En tout cas, c'est peu dire qu'il n'est pas renforcé. C'est à lui qu'il appartient maintenant de prendre des décisions pour que cette fonction essentielle pour la sécurité des Français, pour la lutte contre le terrorisme, pour la protection des personnes et des biens, soit assumée à plein temps. On a assez dit, le Premier ministre lui-même, que la fonction de ministre de l'Intérieur était une mission à plein temps. Je ne vois pas comment le Premier ministre peut exercer 2 missions à plein temps, ou même chacune des 2 étant d'ailleurs des missions à 150% d'un temps plein. Alors Philippe Bas, je le disais, vous avez examiné en commission la réforme de la justice présentée par la garde des Sceaux, Nicole Belloubet. Alors qu'est-ce que le Sénat veut faire de ce texte? De quelle façon veut-il l'infléchir? Est-ce qu'on va retrouver cette proposition de loi sur le redressement de la justice d'il y a quelques mois dans la version du Sénat? Il y a des points positifs pour nous. C'est que le gouvernement, après à peu près 18 mois de réflexion, s'engage sur la voie d'une progression pluriannuelle des moyens de la justice et réfléchit à un certain nombre d'orientations pour améliorer le fonctionnement des tribunaux. Mais il y a aussi des points d'amélioration concrète que nous voulons suggérer au gouvernement. La commission s'est réunie presque toute la journée. Elle a repris le fruit d'un travail de longue haleine qu'elle avait mené. Il était multipartisan, il y avait des représentants de tous les groupes, on a fait une mission d'information, ça a duré 1 an, on a sorti un gros rapport en avril 2017 qui s'appelle « Sauver la justice » pour le redressement de la justice en 5 ans. On a quelques idées, bien sûr. Et, vous avez été écouté? Nous pensons qu'il faut aider la ministre à obtenir un effort plus grand encore, non pas que nous soyons dépensiers, au contraire, nous sommes économes, mais nous pensons que la justice, c'est une fonction sinistrée. La justice au quotidien n'est plus correctement assurée, il faut 1 an devant le tribunal de grande instance pour obtenir un jugement sur une affaire de chèque sans provision ou une querelle sur un loyer. Ça n'est pas acceptable. Il faut aussi qu'en matière pénale, les peines soient réellement exécutées. Et puis, le président de la République convergeait avec nous, puisqu'il prévoyait 15 000 places de prison supplémentaires en 5 ans. Eh bien, on n'en a pas vu le début d'un commencement. Et
la loi de programmation de Madame Belloubet, elle ne prévoit que 7000 places, donc renoncement à plus de la moitié du projet présidentiel. Nous voulons rétablir un programme de 15 000 places. Je sais bien que comme cette loi arrive très tard, puisque nous aurons passé à peu près 40% du quinquennat, et on va avoir du mal à remettre sur le bon rail cette lutte contre la surpopulation carcérale, mais on ne peut pas se contenter de ce qui est proposé sur ce point. Eh bien, grande sévérité. Donc, c'est donc un échantillon de ce que l'on va entendre à partir de la semaine prochaine, puisque le texte est débattu dès la semaine prochaine dans l'hémicycle. Merci beaucoup, Philippe Bas. Merci. Merci à vous, Tam. Et justement, à quoi ressemble la copie sénatoriale sur ce projet de loi de programmation de la justice? Avant d'en débattre avec mes invités, on voit tout ça avec Samia Dechir. Pour désengorger les prisons, le gouvernement prépare une vaste réforme de la justice. Elle prévoit des aménagements pour les peines de moins d'1 an, mais exclut les alternatives à la prison pour les peines plus longues. C'est en réalité une fausse solution. Et nous, on a dit, dans le texte, on a supprimé tous ces effets de seuil. C'est absolument dangereux. On dit le tribunal, pour les peines encourues de détention au-delà d'1 an, a la liberté de choisir ce qu'il veut. Il n'est pas obligé d'envoyer en détention. Il peut mettre un système de probation en place, il peut mettre un système de travail d'intérêt général. Laissons au tribunal correctionnel la liberté de pouvoir décider librement et sans contrainte, si vous me permettez, la décision la plus efficace. La commission des lois du Sénat devrait largement réécrire le texte du gouvernement. Un texte qui prévoit aussi une simplification des procédures judiciaires, en partie dématérialisées. On sent que par la numérisation, par la suppression de la collégialité, par toute une série de mesures, on cherche à réduire les dépenses et nous craignons qu'on ait une déshumanisation de la justice et un manque de proximité de la justice. Autre point problématique, les pouvoirs étendus accordés aux procureurs de la République. Le gouvernement veut leur accorder les mêmes moyens d'enquête intrusifs que ceux des renseignements. Les sénateurs réclament des moyens de contrôle pour garantir les droits des justiciables. Alors avant d'ouvrir le débat en plateau avec mes invités, on retourne salle des conférences pour une nouvelle réaction avec vous, Tam Tranuy. Vous êtes avec le sénateur socialiste du Bas-Rhin, Jacques Bigot. Oui, Jacques Bigot, on vient de vous entendre dans le reportage de Samia Dechir. Vous jugez qu'il n'y a pas assez de moyens accordés à la justice. Pourtant, eh bien, les budgets sont plutôt positifs pour le régalien. Vous ne vous en réjouissez pas, une augmentation à hauteur de 4,5% par rapport au budget de l'année dernière. Ce n'est pas satisfaisant, ce n'est pas assez ? Non, je crois qu'on soit très clair. Je pense que c'est satisfaisant de voir les efforts budgétaires qui sont faits, qui sont nécessaires et indispensables depuis des années. Mais en même temps, d'abord, on est dans une loi de programmation, mais il y a l'annualité budgétaire qui fait que ça n'oblige pas finalement, c'est une indication. Et puis, on a l'impression que sur le nombre de postes de recrutement, il y a un manque. Mais ce qu'on sent surtout dans ce texte de loi, qui s'appelait au départ programmation, et puis le Conseil d'État qui a dit mais rajoutez réforme de la justice, les modifications, les réformes qui sont proposées ont essentiellement pour but de diminuer le besoin du recours à la justice. Or le vrai problème, c'est que du coup, la numérisation, la suppression de la collégialité, l'éloignement des magistrats, fait qu'on a le risque d'avoir une justice qui ne sera pas proche du justiciable, alors que le justiciable, il a besoin d'une proximité avec la justice. Oui, vous craignez la fin de la justice de proximité. C'était aussi la crainte de nombreux magistrats, de nombreux avocats qui, on avait entendu leur colère au printemps lorsqu'on avait les prémices de ce texte. Il faut effectivement que les magistrats puissent avoir un contact avec les justiciables, que ce soit en matière pénale ou que ce soit en matière civile. Par exemple, la volonté, mais le Sénat n'y est pas favorable, la volonté de supprimer la tentative de conciliation du juge aux affaires familiales avant l'introduction de la procédure de divorce, c'est bien prouvé que, alors que c'est un temps important où les magistrats écoute les époux et fixe, non pas une conciliation souvent, mais les mesures provisoires qui sont le préalable à la séparation du couple. C'est important et c'est fondamental et ça ne peut pas se faire hors de la présence des parties et hors de la présence du juge. Et comment vous expliquez cette position du gouvernement justement pour effacer le juge d'un certain nombre d'affaires ou de dispositions de ce type ?
une démarche simplement un peu technocratique. C'est-à-dire qu'on essaie de voir à quel endroit on peut limiter le recours au juge, limiter le retour à la fonction juridictionnelle. Et puis on se dit, ça fera des économies, on aura besoin de moins de moyens. Et je pense que ce n'est pas la bonne démarche. Donc nous avions déjà travaillé dans le cadre de la mission sur le redressement de la justice, sur ce qu'il fallait amener et qui était transpartisan. On a travaillé aussi avec François-Noël Buffet sur la question de la nature des peines. Et j'espère que nous arriverons à avoir un texte de ce point de vue-là qui ira dans ce sens-là. L'intérêt de tous, c'est que la justice fonctionne bien. Vous avez senti la ministre à l'écoute lorsque vous l'avez auditionnée la semaine dernière, à l'écoute des préconisations du Sénat? Alors je pense que la ministre défend à l'heure actuelle un projet un peu trop technocratique et j'espère qu'elle nous écoutera les uns et les autres, puisque c'est en première lecture que ce texte vient au Sénat, et que nous arrivons à faire quelque chose qui soit constructif pour l'ensemble de nos concitoyens. Bien, merci beaucoup Jacques Bigot d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous, Tam, pour cette réaction. On va continuer le débat avec mes invités. J'ai le plaisir d'accueillir Sophie Joissaint. Merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes sénatrice centriste des Bouches-du-Rhône. Sur ce plateau également, Romain Dupéré. Vous êtes avocat, président du comité Jurem. Il s'agit des juristes En Marche. Et puis bonjour. Béatrice Brugère, bonjour. Secrétaire générale du syndicat Unité Magistrats Force Ouvrière. Première question, Sophie Joissaint, puisqu'on a entendu les mécontentements de vos collègues parlementaires, sénateurs, sur cette réforme de la justice. Pourtant, on a senti que la ministre, la garde des Sceaux, tentait un peu d'amender son projet pour adoucir justement les mécontentements. Alors je pense que la ministre de la Justice est de très bonne composition, simplement que chaque ministre a une latitude pour agir et qu'elle a la sienne comme chacun, ce qui signifie qu'elle ne pourra sûrement pas entendre l'ensemble de nos propositions, mais il reste néanmoins vrai que les sénateurs dans leur globalité, alors l'immense majorité en tout cas, pensent totalement ce que pense Jacques Bigot. Voilà, c'est-à-dire qu'on assiste à un projet qui éloigne totalement l'injustice du justiciable, qui est aussi très attentatoire aux libertés individuelles et qui effectivement semble avoir été pris dans une optique purement gestionnaire. Vous êtes d'accord avec cette analyse, Romain Dupéré? Une optique purement gestionnaire? J'ai du mal à partager. J'ai une réjouissance, c'est que ce projet arrive enfin devant une des assemblées, parce que ça fait longtemps qu'on le porte et qu'il y a un vrai souci, une vraie impatience à réformer la justice. Et je pense que c'est quelque chose que nous partageons tous. Au contraire, il y a des efforts qui ont déjà été faits parce qu'ils ne sont pas de nature législative, c'est des efforts budgétaires. Et pour la deuxième année, il y a une augmentation très significative du budget de la justice. Et c'est pas rien. C'est une loi de programmation, notamment. Et la programmation prévoit plus 25% sur le quinquennat, mais il y a déjà eu plus 4% l'année dernière, plus 4,5% cette année. Donc il y a un vrai mouvement dans la durée. Et après, on pourra peut-être en débattre de manière plus technique, mais il n'y a pas de volonté d'éloignement. Il y a aujourd'hui 1000 tribunaux de première instance en France. Il y en aura toujours tout autant à l'avenir, mais au contraire, on voudrait que la justice puisse s'adapter plus à la carte de la population française telle qu'elle est aujourd'hui et des besoins de justice tels qu'ils existent aujourd'hui. C'est vrai que les fusions des tribunaux d'instance inquiètent. On va y venir. Oui, c'est très inquiétant. C'est très inquiétant parce qu'au jour d'aujourd'hui, effectivement, la ministre garantit qu'il n'y aura pas de fermeture de juridiction, mais demain, ces mêmes juridictions, dans le cas d'un tribunal unique, ce ne seront que des chambres et ce sera beaucoup plus facile à fermer que des juridictions à part entière. Alors peut-être votre réponse. Oui, si vous voulez. En fait, l'idée, c'est que justement, il y a une certaine rigueur et de structure en ce moment avec ces divisions des tribunaux d'instance et des tribunaux de grande instance. Et parfois, justement, quand vous avez un tribunal d'instance dans une ville, il est limité dans sa compétence. J'habite dans les Yvelines, par exemple, à Mantes-la-Jolie, vous n'avez qu'un tribunal d'instance. Il y a beaucoup de services judiciaires qui ne sont pas présents dans la ville. Et l'idée de cette fusion des TGI et des TI, c'est que sous l'autorité du chef de juridiction, localement, sur le territoire, il puisse dire, écoutez, à Mantes-la-Jolie, on a besoin d'un tribunal correctionnel, donc on va le délocaliser de Versailles, où il y a peut-être moins de criminalité, à Mantes-la-Jolie. Donc l'idée, c'est pas un phénomène d'éloignement, mais au contraire, très concrètement, de rapprochement et de meilleure symbiose entre l'attribution des ressources et les besoins des justiciables. Pas du tout de rapprochement, parce que il se trouve que là, avec la spécialisation, on risque d'avoir effectivement une spécialité à un bout du département et pas à l'autre. Et lorsqu'on se trouve sur des départements extrêmement vastes, pas forcément très peuplés, parce que ruraux, ça posera un véritable problème. Alors on va donner sans compter la déjudiciarisation qui, elle, va faire en sorte qu'un notaire ou la CAF puisse remplacer
remplacer un juge, ce qui n'est pas non plus du tout la même autorité. Enfin, on va y venir, je pense si qu'il y a de bien, véritables problèmes qui Joissaint, s'annoncent. sur ce point, on va donner la parole à Béatrice Brugère, qu'on n'a pas encore entendue. Peut-être votre avis général sur cette réforme. On le disait, il y a quand même eu du temps. C'est pour ça qu'elle arrive aussi tard, d'ailleurs, au Sénat, puisque la ministre a souhaité un peu amender son projet. Oui. Je crois qu'aujourd'hui, vu l'état de la justice et des attentes des citoyens qui sont très fortes, et tant mieux, ça nous oblige, tout projet ne pourra mener qu'à la déception d'un camp ou d'un autre. Quand je dis ça, non mais c'est une évidence. C'est-à-dire qu'on part de très très loin, et en plus la justice est un objet complexe. Je crois que j'ai entendu une réforme technocratique, mais moi j'ai pas peur de ce mot parce qu'il y a de la technique aussi dans la justice, et je pense que le pire qui puisse nous arriver, ça serait de simplifier le débat sur pour, contre, méchant, pas bien, mal, pas bien. Non, sur des mesures. Non, mais j'ai pas dit que c'était ce que vous faites. Je dis que ce serait le pire qui puisse nous arriver. Le problème, c'est la méthode, c'est-à-dire que, et vous avez totalement raison, la latitude est relativement faible pour un ministre aujourd'hui. Il y a un programme présidentiel qui a été annoncé dans de très grandes lignes, qui d'ailleurs n'est pas tenu en partie, et ça, on peut le regretter, notamment sur le volet pénitentiaire, qui nous semble extrêmement important. Et là-dessus, on est un peu, j'allais dire, déçu, même très déçu. Et il y a une méthode qui a été la suivante, c'est-à-dire, on n'a pas le temps, parce que c'est aussi la philosophie de la réforme aujourd'hui, c'est d'être en marche, c'est d'être en mouvement, sauf que le progrès, c'est pas obligatoirement le mouvement. Le mouvement, c'est un mouvement. Le progrès, c'est autre chose. Et c'est vrai que la méthode qui se voulait à la fois ambitieuse, c'est-à-dire qui embrassait tous les domaines, parce que le problème de ce PLJ, de ce projet de loi, c'est qu'il embrasse très large, très très large, si vous voulez, manquer, et je crois, d'une architecture, ou en tout cas d'une visibilité. Et pourtant, elle a besoin d'une réforme d'ampleur aujourd'hui, la justice en France, Béatrice Brugère. Manquer d'une visibilité. On en fait une tous les 2 ans. Que ce qu'on a entendu, c'est-à-dire, et ce qui reste un petit peu, et tout le monde est un peu sur sa faim, d'une logique budgétaire. Oui, il y a une logique gestionnaire, sauf que le problème principal, et je m'arrête là après et on parlera du détail si vous voulez, le problème principal en France, c'est qu'on n'évalue rien avant de réformer. Et donc, on est parfois sur des dogmes et sur des faux semblants, des présupposés sur la justice, qui fait qu'on n'a pas de précision. Ce travail a été fait par le Sénat qui propose un véritable plan pour le redressement de la justice. Romain Dupéré. Oui, effectivement, je pense qu'on a à cœur de vrai ensemble. Et effectivement, le Sénat a fait un énorme travail il y a quelques années qui a servi de base, et tout le monde l'a lu. Il y a d'autres ouvrages qui viennent de sortir encore sur la faillite de la justice française. Cela dit, c'est un programme qui a été porté par le président de la République il y a plus d'1 an et demi maintenant. Nous, on avait organisé 30 réunions publiques avec des magistrats, avec d'autres à l'époque. Donc effectivement, je ne pense pas qu'on soit dans la précipitation 1 an et demi après. Et la garde des Sceaux a lancé les chantiers de la justice il y a maintenant près d'1 an, autour de 5 binômes. Et effectivement, c'est un plan d'ensemble, global. Donc effectivement, on veut s'attaquer aux différentes problématiques dans leur ensemble, parce qu'il y a un autre sujet qui est celui de la complexité législative et qu'on ne pourra sans doute pas y revenir, et qu'on veut inscrire cet effort dans le temps. Donc voilà, donc c'est pour ça que nous, il nous semble qu'il est vraiment temps de faire ces choses-là. Maintenant, il n'y a pas de logique budgétaire, encore une fois, dans l'idée, parce que elle existe, cet effort. Et forcément, il faut gérer le service public de la justice. C'est un budget qui est limité. Simplification, rationalisation. Sophie Joissaint, peut-être. Oui, Ok, on avance mesure par mesure. Qu'est-ce que vous pensez de l'extension du juge unique ? Ça veut dire qu'il y a 170 nouveaux délits qui vont rentrer, selon le projet du gouvernement en tout cas, dans la juridiction d'un seul juge au tribunal correctionnel, quand on sait tout de même que la collégialité est à la fois un gage de qualité au niveau du travail, mais aussi et surtout, et ce qui est au cœur de la justice et de sa mission, de l'impartialité. Vous allez avoir des juges qui vont gérer 20, 30, 40 affaires par demi-journée, qui vont être harassés, et puis qui restent des êtres humains comme tout un chacun. Moi, je pense qu'on est en train, au contraire, de mettre en place une justice totalement expéditive. Sur la fin de la collégialité. Aussi les pouvoirs accrus. Sur la fin de la collégialité. Je parle d'impartialité, je parle aussi d'indépendance. Oui. Le procureur, on a bien vu les débats. Attendez, on a bien vu aussi les débats de ces derniers jours concernant la nomination du procureur. Oui, mais il y aura des amendements au Sénat sur ce thème, justement. Je trouve que le parquet a besoin d'indépendance. Et bon, je vais répondre sur la première question. Sur la fin de la collégialité, et puis oui, bien sûr. Sur la fin de la collégialité. Donc c'est pas non plus anodin. Allez-y, Romain Dupéré, pour que tout le monde puisse s'exprimer.
Madame Joissaint. Au contraire, je pense que ce n'est pas une gestion, il y a une vision. Et nous, on veut plus de juges pour moins d'affaires. Donc il n'y aura pas d'économie sur le budget de la justice, il y aura plus d'argent dévoué au service public de la justice, il y aura plus de juges. Il y en a déjà plus cette année qu'il y en avait l'année dernière, il y en aura plus l'année prochaine qu'il y en a cette année. Donc il y aura plus de juges. Mais en même temps, vous savez que ça nous tient à cœur, on veut qu'ils traitent moins d'affaires pour qu'ils les traitent mieux. C'est pas en étant seuls qui vont mieux les traiter. Alors, il y a plusieurs choses. C'est qu'effectivement, on a aussi cette idée, cette conviction même, qu'il y a certaines affaires qui sont simples et d'autres qui le sont moins. Vous êtes à la 40e dans une demi-journée, excusez-moi. Et donc, que vous soyez 1 ou 3, vous aurez toujours 40 affaires, mais il y en a qui sont plus compliquées, d'autres qui le sont moins. Complémentarité. Et en tant que praticien au quotidien, en tant qu'avocat, c'est vrai qu'une audience collégiale, moi, je préfère ça, mais ça monopolise du temps et de l'argent. Ça monopolise 3 juges, un greffier, des avocats. C'est extrêmement lourd. Donc, il a semblé, effectivement, dans le cadre de notre programme, que pour certains délits, il était mieux de les confier à un juge unique, ce qui était déjà le cas. C'est-à-dire une création législative. 72, ça va progressivement dans cet sens. Mais là, il y en a 170 de plus. Alors, moi, oui, je voudrais juste énorme, c'est colossal. C'est pas n'importe quel service public, la justice. C'est le pilier démocratique. Bon, c'est vrai qu'on mélange pas mal de choses. Il y a plus de juges, moins d'affaires. Non, la réalité, c'est pas ça. C'est qu'on recrute plus de juges, mais on a un départ à la retraite qui est ce qu'il est, et c'est un héritage. Et c'est pas vrai. Aujourd'hui, on recrute davantage qu'avant. Ça, c'est tout à fait vrai. Mais on a encore un vrai déficit. Ça, c'est une réalité. Et le solde est positif. Non, pas du tout. On manque de 150. J'étais encore avec le directeur service judiciaire. L'année dernière, c'est plus 150. Non, mais c'est pas comme ça qu'il faut calculer. C'est-à-dire qu'il faut calculer par rapport au départ à la retraite. Non, mais plus 150 de solde positif. Mais bon, il n'y a pas de solde. Vérifiera chacun de notre côté. Il n'y a pas de solde positif avant 2020. C'est pas vrai. Enfin, alors là, en tout cas, en tout cas, la réalité, c'est que on est en train de prendre ce qu'on appelle des magistrats à titre temporaire pour faire de la collégialité dans tous les tribunaux. La réalité, elle est là, c'est qu'on va chercher des magistrats honoraires et voir des avocats d'ailleurs pour faire de la collégialité. Mais quand vous dites qu'il y a des affaires simples, mais une affaire simple, c'est parfois l'affaire d'une vie, en fait. C'est simple pour nous. Donc elle n'est pas simple. Non, on ne peut pas rationaliser la justice. La simplicité, c'est pas la technicité. Moi, je ne fais pas du tout la différence. Vous tuez quelqu'un, ça peut être très simple. Et vous avez des contentieux hyper techniques. Donc c'est pas. Je pense que c'est pas comme ça qu'il faut, en tout cas, aborder les sujets. Et c'est pas en disant on met plus de magistrats c'est la réalité. Aujourd'hui, la justice a la tête sous l'eau. Et c'est un vrai enjeu, c'est un vrai enjeu. Mais ça, j'ai pas dit le contraire. C'est un vrai enjeu et ce projet-là ne le cache pas, que ça soit au civil et que ça soit dans d'autres matières, cherche à évacuer du contentieux de masse. Oui, et c'est assumé. La question, elle se pose autrement, c'est que aujourd'hui, est-ce que le citoyen va s'y retrouver avec une confiance, et ça c'est la problématique du statut du parquet, d'une justice éloignée, exactement. Et quant à l'éloignement géographique, c'est aussi une vision un petit peu à l'ancienne. Il y a d'autres manières d'être proche, c'est-à-dire qu'on peut être très proche de son justiciable et très lointain dans la réalité. C'est tout l'enjeu de cette réforme, cette perte de proximité de la justice. En tout cas, c'est un des enjeux principaux, oui, parce que si la justice est éloignée, elle perd en efficacité, comme le disait Madame à l'instant. Et il se trouve que là, oui, on a un sentiment avec la déjudiciarisation, avec le tribunal unique, avec cette spécialisation et la numérisation. Aujourd'hui, on a voté un amendement, et tous ensemble, pour qu'effectivement, on ne puisse pas déposer de plainte en ligne concernant les atteintes aux personnes. Mais autrement, si on suivait le projet du gouvernement, on pouvait déposer des plaintes en ligne de ce type. On a voté pour un amendement de façon à ce que le procureur de la République ne puisse pas retarder, je dirais, le coup d'envoi pour que la partie civile puisse effectivement contacter le juge, parce que sinon, ça pourrait de 3 ans passer à 6 mois. Ça veut dire qu'en fait, on alourdit totalement les choses, on les distancie pour pouvoir gagner du temps, sauf que la justice, encore une fois, c'est la protection du faible contre le fort, c'est le pilier de la démocratie. On ne peut pas se permettre de le gérer comme un autre service public. Non, c'est ce que disent les opposants. Écoutez, nous, le rôle de notre comité, c'est de faire vivre ces questions au sein du mouvement En Marche. Donc effectivement, croyez-moi que si je ne savais pas ce que vous me dites, je ne ferais pas ça. Donc effectivement, nous, on a à cœur que la justice ne s'éloigne pas, mais on a à cœur qu'elle se modifie de manière effective. Donc c'est pour ça que justement la numérisation, c'est pas une panacée. En revanche, permettre le dépôt de plainte en ligne, si le dépôt de plainte au commissariat reste possible, ça nous semble une avancée. Effectivement, alors, je vais juste vous interrompre là-dessus. Il faut le travailler. J'ai été adjointe à la politique de la ville pendant des années sur la ville d'Aix-en-Provence. Il se trouve que nous avons une maison de la justice et du droit et qu'aujourd'hui,
les gens ne savent pas forcément se servir bien d'un ordinateur et viennent à la maison de la justice et du droit pour effectivement prendre des renseignements et demain pour effectivement déposer plainte. Mais ils ne savent pas comment faire sur un clic. On leur dit qu'ils ne peuvent pas revenir en arrière. C'est un excellent exemple, si vous me permettez, parce que justement, à l'heure actuelle, s'ils vont à la... Et est-ce que la justice aura suffisamment, je dirais, d'agents à mettre à disposition pour aider ces personnes au niveau d'un guichet unique? À l'heure actuelle, si vous allez à la maison de la justice et du droit, leur seul conseil que vous pouvez leur donner, c'est va au commissariat déposer ta plainte, je ne peux pas le faire avec toi ici. Alors, à l'avenir, on pourra leur dire, écoute, asseyez-vous, on va le faire ensemble de manière numérique, ensemble. Ça, c'est un vrai progrès. Condition qu'on ait les effectifs. Et effectivement, il y a quand même une création de 6500 postes. Non, mais le Sénat avait voté 1 milliard de plus en octobre 2017. Sur la numérisation, moi je crois qu'il faut quand même être assez clair sur ce sujet. On ne peut pas aujourd'hui refuser la technologie et la justice. La justice doit rentrer de plein pied dans la modernité. Le problème, c'est qu'elle y rentre toujours sur un pied et qu'en général, elle tombe parce que les choses sont mal faites. Donc soit on a une vraie logique et j'espère que ça sera ce qui se fera. J'espère. J'en suis pas sûre, j'espère. Voilà, oui, mais ce qui est écrit n'est pas obligatoirement ce qui se réalise. Qu'on aura derrière une vraie pensée stratégique de remise à niveau, mais il ne faut pas, j'allais dire, ponctionner comme ça un peu de modernité sur un système qui déjà ne fonctionne pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne vais pas faire un état des lieux, mais il est quand même assez modeste, notre fonctionnement sur le plan numérique. Et si on se prive du papier ou on se prive de l'humain et que ça ne fonctionne pas, ça s'appelle un énorme bug informatique. Pour être clair, il n'a jamais été question de se priver du papier. Jamais. Vous pouvez toujours aller au commissariat, déposer une plainte. Non, mais moi, je vous parle de la numérisation. La numérisation... Mais là, on était sur la numérisation des plaintes. Donc, oui, mais la numérisation des plaintes, c'est toute une logique sur laquelle on ne s'oppose pas ou on est prudent. C'est-à-dire que j'entends très bien la critique et à la fois, on a besoin d'aller vers la modernité. Transition. Oui, on a besoin de ça. Brugère, on arrive bientôt au terme de ce débat. Je voudrais savoir si la contestation chez les magistrats, chez les avocats, on avait vu, elle était assez vive au moment de la présentation de ce projet de loi. Est-ce qu'elle est retombée? Est-ce que des actions sont prévues alors que commence la semaine prochaine au Sénat l'examen de ce texte? Très clairement, nous sommes le seul syndicat qui avons essayé de travailler par rapport aux autres syndicats qui étaient vraiment dans une contestation beaucoup plus radicale, de travailler et les lignes ont bougé. Donc moi je dis avec honnêteté, ce gouvernement a su faire bouger les lignes. J'attends beaucoup en matière de justice. Non, mais si, j'attends beaucoup de ce débat et je pense qu'il y a encore des choses qui doivent bouger. Il y a encore des choses qui me semblent absolument pas abouties. Mais le problème de fond reste le même, c'est que ce projet ne sera pas attaqué aux causes réelles qui aujourd'hui mine la justice et n'aura pas rétabli l'équilibre, par exemple, sur le rôle des parquetiers, sur une procédure qui doit être respectueuse des droits, sur... Là, c'est l'inverse. Voilà. Oui, sur les libertés individuelles. Donc, si vous voulez, nous, on n'est pas contre le fait qu'il y ait une modernisation, qu'il y ait des avancées. Et d'ailleurs, il y a des choses très intéressantes dans ce projet. On n'a pas le temps de les détailler, mais il y a des choses... Quand même. Oui, Romain Dupéré. Pourtant, la justice, elle a besoin de cette réforme. Pourtant, c'est ce qu'on disait. Bien sûr, si vous voulez, c'est un texte qui est très ambitieux. Par exemple, le tribunal criminel me semble une chose très intéressante. Mais c'est intéressant parce que les avocats à condition que ce ne soit pas les prémices de la disparition des cours d'assises. C'est une expérimentation, c'est une expérimentation. Romain Dupéré, ensuite je vous donnerai la parole, Sophie Joissaint. Non, mais évidemment, c'est un texte qui est très ambitieux, donc il n'est pas monolithique. Nous-mêmes, on a fait une tribune justement à la Gazette du Palais qui dit 15 pages où on dit ce qui nous plaisait, ce qui nous plaisait moins, et là où on aimerait que le ministère ne recule pas non plus. Donc voilà, donc j'espère qu'on va pouvoir travailler ensemble. Il y a quand même une volonté de changer véritablement les choses, et notamment, c'est dommage, on n'a pas pu en parler, mais notamment dans la logique de la peine, où il y a quand même une révolution qui est en marche, et malheureusement, je regrette qu'on ne se rende pas compte ou qu'on critique aussi. Juste un dernier mot sur l'intérêt général. Juste sur la peine. Alors là, très clairement, on est dans une logique d'évacuation, pour vider les prisons, et on n'est pas du tout dans une logique, enfin cette logique on la connaît, c'est comment faire en sorte qu'il y ait moins de personnes qui rentrent en prison, et quand ils sont en prison, comment ils peuvent sortir le plus vite. Moi je trouve dommage, au contraire, qu'on n'ait pas été jusqu'au bout de ce que le président avait annoncé, c'est-à-dire un vrai plan pénitentiaire pour se mettre enfin à niveau. Cette vision gestionnaire que vous alors là, sur les peines, je pense que là... on sait qu'il y a eu beaucoup d'amendements aujourd'hui en commission, le Sénat va rendre sa propre copie, il y aura des évolutions apportées par la Haute Assemblée, Sophie Joissaint? Énorme.
énorme, et je crois sur les bancs de l'ensemble des partis politiques. Je crois que la commission des lois, avec Yves Détraigne et François-Noël Buffet, a très très bien travaillé. Il y a encore évidemment des débats qui restent ouverts, qu'on va essayer de voir ce que propose aussi le gouvernement sur certains sujets. Je ne vais peut-être pas tous les détailler non plus, mais il est vrai que oui, on espère en sortir tout de même un texte conséquent, mais qui s'appuie beaucoup sur le texte que le Sénat a déjà sorti en octobre 2017. Déjà. Et je voulais parler du travail d'intérêt général, puisqu'on parlait des peines, prenons-en une. Sophie Joissains, rendez-vous est pris le 9 octobre, puisque les débats débutent en séance. On n'a plus le temps, on aura l'occasion d'en reparler. On va en reparler, très vite. Et vaste. Voilà. Merci à tous les trois d'être venus sur ce plateau. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans 30 minutes, on va plus loin, présenté par Rebecca Fitoussi. Très bonne suite des programmes sur Public Sénat.